le professeur Jean-Claude Grandry, chef du pôle, on peut les applaudir, hein, chef du pôle anesthésie-réanimation, médecin d'urgence du CHU d'Angers, président de la Société francophone de simulation en santé, le professeur Pascal Stassini, qui va venir me rejoindre sur scène, praticien hospitalier, cofondateur de Segamed, Serious Games for Medicine and Health, responsable du département d'information et d'informatique médicale du CHU de Nice, ça c'est nos deux professeurs. On a aussi François Larcher qui va venir sur scène, responsable innovation du groupe Pasteur Mutualité, il est là, on peut l'applaudir aussi. Christelle Ayache, Jérôme vous mentionnez en introduction aussi, chargé de mission, responsable santé et bien-être de Cap Digital, hein, le pôle de compétitivité Cap Digital. Bonjour Christelle, prenez place, je vous en prie. Et le docteur Jean-François Forget, directeur de la stratégie produit du groupe Vidal. On peut l'applaudir aussi, on va voir comment un groupe comme Vidal est en train de se transformer à travers la simulation numérique en santé. Merci messieurs d'être avec nous ce matin. On est ravis que vous soyez là. Comment ? Mais c'est très bien, messieurs, dames, pardon, excusez-moi Christelle, ça commence bien. On va commencer. Alors, avant d'entrer dans le vif du débat, de notre discussion, on voulait justement reposer un certain nombre de définitions. Pour ça, on va demander au professeur Grandry de bien vouloir prendre la chair, hein, et de nous faire un cours magistral, pas trop long quand même, non, de quelques minutes, mais histoire de quand même reposer un certain nombre de définitions, ça semble important. Rassurez-vous, merci à vous et merci de votre invitation, un petit à Jérôme Leleu, hein, qui je connais maintenant depuis 2 ans et qui connaît un fort développement avec son entreprise. Et juste un petit mot pour vous dire que Jérôme Leleu a gardé des valeurs éthiques et il l'a dit ce matin et je remercie beaucoup. Surtout ne changez pas, parce que dans ce monde qui bouge beaucoup, on a tendance parfois à oublier certaines valeurs éthiques. Alors si vous pouviez m'envoyer la première diapositive, je vais vous dire quelques mots. Alors certaines définitions. Alors la simulation en santé comporte, comme vous l'avez évoqué Jérôme, un certain nombre de chapitres entre guillemets. Et aujourd'hui, on considère que, merci beaucoup, diapo suivante, on considère qu'il y a plusieurs formes de simulation en santé. Vous voyez, bon, juste un petit mot pour vous dire, vous voyez qu'on distingue en haut à droite la simulation procédurale, des portions de mannequins. Aujourd'hui, c'est essentiel. Il faut en parler parce que, par exemple, on ne peut plus accepter qu'une péridurale soit faite chez une femme qui va accoucher par des gens qui n'ont pas l'expérience. C'est pas normal. Donc il faut, dans notre centre par exemple, il faut au moins en faire 20 avant, sur mannequin. Alors c'est vrai pour la ponction lombaire, c'est vrai pour plein de choses. Tout ça, ça concerne les mannequins, la simulation dite synthétique, avec simulation corps entier, comme vous voyez en bas à droite, on reproduit des situations très réalistes, hein, des mannequins pilotés par ordinateur. Une activité qui est très importante aujourd'hui, en tout cas dans notre centre, c'est la simulation dite humaine. La simulation humaine, on a fait appel à des acteurs et qui jouent le rôle de patients, ce qu'on appelle les patients simulés. On parle aussi parfois de patients standardisés, quand ils jouent exactement le même rôle pour évaluer les étudiants, et puis des patients experts qui sont des vrais patients qui viennent apporter leur expérience. Et puis vous voyez que la simulation numérique est un grand pan de cette simulation en santé qui est absolument en plein développement. Et vous voyez, moi je suis aussi passionné, vous voyez, je ne fais pourtant pas partie, vous l'avez vu, de la génération Y, et encore moins de la Z, mais c'est passionnant, et on va dire un petit mot. Et puis au milieu, vous voyez la simulation hybride, ça c'est une notion très importante. Vous voyez que je n'ai pas dit ici basse fidélité ou haute fidélité. La simulation hybride, vous voyez une actrice avec un bassin plastique, et là, le réalisme est très fort. Et pourquoi simulation hybride ? Parce que là, on peut mélanger tout ça. On peut mélanger un mannequin, on peut mélanger avec un acteur, etc. Et donc, il faut considérer tout ça comme un ensemble. Diapo suivante. Pour vous dire que, et ça c'est très important comme message, c'est que les règles, les domaines pratiques pour la simulation en santé, vous voyez, il faut un briefing d'abord pour les étudiants, pour tous les professionnels qui font de la simulation, la séance, le débriefing et surtout le troisième point, c'est la fiche d'aide à la progression. Il faut que, à la fin d'une séance de simulation, l'étudiant se dise « il faut que j'aille bosser ça, je ne suis pas au point ». C'est ça l'objectif. Si vous avez fait ça à la fin d'une séance, vous avez réussi. Hein. Et le problème, c'est que ça marche bien en simulation synthétique, ça marche bien en simulation humaine. En simulation numérique, c'est encore pas tout à fait ça. C'est un gros progrès qu'on doit faire. En simulation numérique, quand on fait un jeu sérieux, il faut faire un briefing, il faut faire un débriefing, et il faut des pistes d'amélioration. Et ça, j'insiste beaucoup sur ce point parce que c'est rarement fait. Ça veut dire aussi qu'il faut des tuteurs
Diapo suivante. Voilà. Alors, simplement, j'ai mis quelques définitions que je ne vais pas vous détailler. Les définitions, c'est important. Lorsqu'on a fait notre premier rapport de la Haute Autorité de Santé, nous avons passé beaucoup de temps sur la définition de la simulation. Là, vous voyez, en ce qui concerne la simulation numérique, c'est clair. Bon, voilà, je ne vais pas vous lire. Les jeux sérieux, aspect utilitaire, aspect ludique. Diapo suivante. C'est un papier qui vient de sortir en 2016 concernant la psychiatrie. Moi, il y a un psychiatre dans la salle qui connaît bien le sujet. Et je peux vous dire que les serious games en pédiatrie, ça prend une importance vraiment très, très intéressante. Et voilà, ce qui est intéressant dans ce travail, qui est tout à fait récent, des équipes de Marseille et de Lille, c'est qu'ils ont repris les jeux sérieux en psychiatrie et ils ont évalué. Ils ont évalué qu'est-ce que ça donne sur le patient. Alors les résultats sont un peu mitigés, mais c'est ça que demain il faut absolument savoir. C'est-à-dire qu'on fait un jeu sérieux avec des patients, il faut une série comparative. Et l'objectif, et Jérôme l'a dit, il faut que ça serve aux patients. En jeu sérieux, un point très important aussi, on parle du patient, on est là pour les patients. On est là pour les patients, et vous voyez, ces jeux sérieux, eh bien, ils sont très utiles en éducation thérapeutique, avec des résultats très intéressants. Et vous voyez, en oncologie, moi je suis pédiatre, anesthésiste réanimateur. En oncologie pédiatrique, nous avons d'excellents résultats avec les jeux sérieux pour les enfants. Et en même temps, ils apprennent leur maladie avec ces jeux sérieux. Alors, réalité virtuelle, réalité augmentée, il y a des gens qui sont très spécialistes là-dedans, mais je voulais quand même que pour les moins spécialistes comme moi, la réalité virtuelle, vous voyez, il y a des intermédiaires, si je puis dire. Et la réalité augmentée, ça associe la réalité virtuelle et la vraie vie. Et ça aussi, alors maintenant on parle de mixed reality, etc. Alors là, qu'est-ce que ça donne là ? Je voulais vous montrer des exemples qui fonctionnent. Vous voyez, par exemple, en radiothérapie, je ne sais pas s'il y a des radiothérapeutes dans la salle, mais en radiothérapie, on ne peut plus se passer de la simulation numérique. C'est indispensable, c'est qu'il y a eu des accidents en radiothérapie, et aujourd'hui, cette simulation numérique rend d'immenses services. C'est un exemple parmi d'autres. Vous voyez, ça, c'est des applications pratiques et extrêmement utiles aux patients. Un autre, j'ai bientôt fini, Anthony. Non, mais attendez, juste pour préciser, toutes les précisions sur la réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte, on aura ça dans la troisième table ronde. Tout va vous être expliqué, objet à l'appui. Voilà. Alors, cette diapo, j'y tiens beaucoup parce qu'aujourd'hui, la médecine change. Vous savez sûrement, on parle de médecine personnalisée ou de patient-specific medicine. Et là, vous voyez un exemple. À partir de clichés, de scanners d'IRM, maintenant, on est capable, et je l'ai vu récemment en Amérique du Nord, on reconstruit par exemple des anévrismes de l'âtre avec des imprimantes 3D et le chirurgien peut s'entraîner avant la véritable intervention, peut s'entraîner sur l'anévrisme, comment il va faire, comment il va ponter, etc. Et ça, pour les interventions très difficiles, à Strasbourg, je crois que l'IRCAD à Strasbourg fait cela, déjà dans la chirurgie du foie. Ça, c'est un réel progrès pour le patient. Je peux vous dire que demain, cette simulation numérique en santé aura un rôle important en chirurgie en particulier. J'ai vu des interventions sur le rachis où le chirurgien orthopédiste avait les images et le rachis en 3D, savait exactement où il allait mettre les vis et les plaques. Et demain, c'est peut-être le robot qui l'aidera à mettre les plaques et les vis à l'endroit parfait. Alors, il y a de nombreux outils à disposition. Ça, vous allez en parler. Je me suis intéressé, par exemple, à l'eye tracking récemment. Tout ça, c'est quand même un peu en expérimentation aujourd'hui. Et je veux dire qu'il faut rester lucide. Et j'aime beaucoup vous connaissez sans doute le Hype Cycle de Gartner, qui dit qu'en termes de ces outils nouveaux, il y a un pic les gens sont ravis, ça marche, on est content, etc. On est emballé. Et puis, il y a une période de désillusion qui est classique. Et puis, parmi ces outils qu'on utilise, il y en a 1, 2, 3 qui vont émerger. Et puis, les gens, etc. Parmi les exemples que je vous ai montrés, c'était le cas. Et vous voyez qu'après, il y a le plateau de productivité entre la période d'illumination, entre guillemets. Et vous voyez, le problème ici, c'est le temps. On ne sait pas quelle est la période de temps. On en parlait aussi récemment. Combien de temps tout ça va durer, on ne sait pas. Pour que quelque chose marche et dans l'intérêt du patient, on ne sait pas combien de temps ça va donner. Mais aujourd'hui, on a quand même certains résultats. Et c'est ma dernière diapo pour vous dire qu'à terme, dans nos universités, mais pas seulement, il faut intégrer cette simulation numérique dans les programmes de formation, mais il faut que ce soit parfait. C'est-à-dire parfait, enfin aussi parfait que possible. C'est-à-dire qu'il faut un cahier des charges. Et moi, quand je vois un jeu sérieux, je dis quel est votre cahier des charges, quels sont les objectifs, est-ce qu'il est actualisable, etc. Et comment l'évalue-t-on ? Il faut former les formateurs à simulation numérique et je peux vous dire que là, il y a du travail, il y a du boulot, parce que les gens sont encore réticents. Et il faut montrer des exemples pratiques et utiles aux patients, encore une fois.
Il faut qu'il y ait toujours un retour, un débriefing et des actions d'amélioration derrière. Si on passe un jeu sérieux pour rien et on dit derrière on ne va pas s'améliorer, ça ne sert à rien. Donc il faut évaluer, faire des travaux de recherche, c'est capital, et puis conserver les aspects éthiques dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut qu'on garde, la médecine est suffisamment importante, si je puis dire, pour qu'on garde ces valeurs éthiques au quotidien, et en particulier dans le numérique. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur. Merci beaucoup. Alors c'est vrai, c'est un point intéressant. Je sais que c'est une thèse que vous défendez depuis des années. Vous aviez rédigé un rapport autour de la simulation numérique en santé où vous disiez il faut installer ces outils-là dans la formation, à la fois formation initiale, formation continue. Il faut que ce soit à chaque étape du cursus de médecin. J'aimerais qu'on fasse, que professeur Stassini, vous rebondissiez un peu là-dessus. Allez-y, je vous en prie, prenez le pupitre. Sur cette idée de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est-à-dire si on devait dresser un panorama. C'est vrai que ça fait des années qu'on dit il faut installer ces outils-là. Est-ce qu'ils sont installés? Est-ce qu'ils commencent à s'installer à la fois à l'université, dans les pratiques? Alors là, la petite zapette, professeur, c'est vous qui l'avez volée cette fois? C'est pas possible. C'est ça, là? C'est bon. Merci Anthony. Tout d'abord, merci à Jérôme de nous donner l'opportunité effectivement de présenter un certain nombre d'éléments. On va continuer un petit peu sur l'approche professorale. On est bien dans notre job. Et effectivement, donc je vais pouvoir... Donc Jérôme me demandait effectivement de parler des approches de validation, d'intégration et d'évaluation. Finalement, c'est la vie d'un contenu numérique pour la simulation. Alors tout à l'heure, Jérôme parlait d'Essilor et je disais à mot couvert à Jean-Claude Grandry, la vue, c'est la vie. Tout d'abord, effectivement, juste repréciser un petit peu le cadre de l'intervention que je souhaitais faire en introduction. On est dans des contenus pour la formation des étudiants. On parlait de formation des formateurs. Il y a donc la formation des professionnels enseignants, et puis il y a les professionnels qui exercent. Et puis il y a aussi effectivement les patients. On a parlé des jeux sérieux. J'anime avec Jean-François Carrasco de Télécom Valley à Sofia, un colloque, c'est Gamel, dont on pourra reparler. Mais ce qui m'avait semblé important à écouter, en particulier de Giovanna Marsico, c'est tout ce qui est l'information literacy, la façon dont on peut et on doit s'approprier le contenu numérique, quel qu'il soit, on va dire sa destination, pour la promotion de la santé, le bien-être et pour l'éducation thérapeutique. Les attentes sont différentes, les modèles et les modes d'évaluation sont différents. Alors c'est vrai que derrière, ils ont tous un même point commun, c'est finalement être critique dans le processus de décision, quel qu'il soit, que ce soit dans une logique de formation ou une logique opérationnelle. En fait, parler de validation des contenus, je voudrais dire que le numérique non pas remis en question, mais en tout cas nous a nécessité qu'on se réinterroge un petit peu sur la validation des contenus. En particulier, les étudiants qui arrivent en cours arrivent avec des contenus qu'ils sont allés chercher sur Internet. Finalement, tout l'univers a raison et celui qui enseigne a de moins en moins raison. Et en tout cas, dans l'approche traditionnelle, on va dire, de l'enseignement. Donc si on parle de validation des contenus, en fait, il faut qu'on puisse s'intéresser à la validation scientifique, la validation professionnelle, la contextualisation. Et là, la simulation trouve tout à fait sa place. La contextualisation procédurale, on parlait tout à l'heure d'accouchement, c'est bien une procédure d'accouchement. Et puis la validité pédagogique derrière, qu'est-ce qu'on entend par pédagogie? Eh bien, on a dans toutes nos carrières, qu'elles aient été étudiantes ou maintenant professionnelles, des objectifs à atteindre et puis une façon d'y arriver à ces objectifs. On parle maintenant de SBL, de Scenario-Based Learning, et certains d'entre vous avaient connu le Problem-Based Learning. Et donc maintenant, on se dit, pour y arriver, il y a un objectif, il y a des logiques de cheminement. Et puis, on le voit maintenant avec la transformation complètement numérique de l'internat en médecine. Je pense que vous êtes tous au courant que l'avant-dernière semaine de juin va être une grande révolution en France, puisque l'ensemble des 9000 candidats à l'internat va œuvrer sur tablette numérique. Et donc ça fait plus de 4 ans maintenant que les facultés s'y préparent. On pourra revenir sur ces éléments-là aussi, mais on parle de docimologie. C'est un mot un petit peu pédant.
simplement parce qu'il faut qu'on puisse objectiver l'acquisition des connaissances et qu'on puisse finalement procéder à un classement bien naturel pour passer un certain nombre de concours dans nos sociétés. Ce qui nous fait dire que quelque part, on peut de tout cela inventer un nouveau nom. Si on introduit la simulation, on va maintenant parler de dosimologie. L'intégration dans les parcours, c'est clair que c'est très important. Il y a un postulat. Le fait que tous ces, ces issues sont issues d'une fabrication collective, qu'on le veuille ou non. Même un enseignant qui prépare son cours va aller piocher dans les éléments qui lui sont proposés et sa propre expérience. La formation initiale suppose que l'on connaisse les métiers. Je parle de grammaire et d'orthographe du métier. L'orthographe, c'est bien écrire. La grammaire, c'est composer les mots. Et derrière, la rédaction qui suppose l'utilisation d'un plan. Et puis, sur la formation continue, je pense que le lien avec les éléments que l'on connaît et les acteurs de la formation continue sont importants. On parlait tout à l'heure de la HAS et des recommandations de pratique. En aparté, avec Jean-François Forger, on parlait tout à l'heure d'évaluation de la qualité des soins au regard des référentiels. Tout ceci est matière à rentrer dans la logique de simulation. Alors, pour avant terminer, l'évaluation des contenus, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a le contenu et puis son utilisation. Alors, c'est vrai que c'est un contenu collaboratif. Qui, comment et quelles sont les responsabilités? J'ai essayé d'imaginer finalement un Sim4Health Drive. Nous avons tous un Google Drive et on peut imaginer, ça a été fait dans différents projets européens et c'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a des outils qui sont à la disposition des étudiants hospitaliers pour mettre des radios. En fait, ce n'est pas tant cette mise à disposition que de l'indexation. Et pouvoir retrouver facilement quelque chose, un ECG qui peut servir à, on va dire, interroger 4 objectifs d'apprentissage. Et derrière, effectivement, la valeur dosimologique de tous ces éléments-là est importante. On est en train de travailler sur ces indicateurs grâce à la numérisation. Et puis, pour terminer, je pense que quand tout à l'heure Jean-Claude Grandry parlait de formation des formateurs, mais aussi par rapport à nos étudiants, ce qu'on peut constater, c'est que finalement, on a des outils, on a des sites où on peut utiliser ces outils. Pour autant, on s'aperçoit que ce n'est pas autant diffusé qu'on ne le souhaiterait. Et donc, derrière, sur une approche qu'on a essayé de monter il y a, j'ai rien touché, bon. Il y a quelques années de cela, eh bien, on s'intéresse de plus en plus finalement à l'acte d'apprendre, l'acte d'enseigner, et derrière d'essayer de trouver des ressorts, des motivations. Et on parle, alors certains n'aiment pas ce terme de gamification, ludification serait la transposition française, et c'est une façon aussi d'amener un certain nombre de nos collègues à non pas revoir leurs cours, mais revoir la façon dont l'étudiant, on va dire, s'approprie. Alors quand je parle de l'étudiant, je vous ai dit volontairement tout à l'heure que je ne m'intéressais pas aux patients parce que c'est plus complexe. Il y a, comme vous l'avez vu aussi, la partie compréhension de sa maladie. C'est beaucoup plus facile d'être à l'extérieur de la maladie qu'être à l'intérieur. Et je me disais également qu'il était important, au travers de tout cela, de pouvoir parler de valeurs générationnelles. Dans la simulation, finalement, on transfère mieux notre expérience puisqu'on revit au travers de ce que l'on monte comme scénario. Et l'idée, c'est d'apprendre plus, de comprendre vite et de bien réutiliser. Et pour cela, on est en train de construire le premier Gamathon qui aura lieu à Nice en amont de ces Gamèdes, où on souhaite que les étudiants aident les étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, avec nos étudiants en médecine, l'Association nationale des étudiants en médecine de France, mais aussi les étudiants de programmeurs, les étudiants qui font du design, le concours de Télécom Vallée qui travaille depuis longtemps à l'organisation d'hackathons, et Clément vous parlera tout à l'heure de ce qui se passe à Bordeaux, eh bien, vous aurez en France un octobre, un novembre et un décembre du A-t-on quelque chose à dire en simulation en santé. Et mes 4 mots de finaux seront que la simulation en santé doit mimer ce que l'on veut maintenant pour nos patients. On parlait tout à l'heure de la médecine des 4P, eh bien nous aurons aussi la simulation des 4P, la simulation
prédictive, la simulation préventive, jamais la première fois chez le patient, la simulation personnalisée par rapport au métier, par rapport au contexte d'évolution de l'étudiant, et la participation de tout le monde. Merci. Merci, professeur. Bon, je crois qu'avec ces deux présentations, là, on a une bonne base de discussion. Je voulais qu'on aille vraiment dans le concret. Et pour ça, je vais me tourner vers Jean-François Forget, donc directeur de la stratégie produit du groupe Vidal, pour essayer de comprendre comment la simulation numérique est en train de transformer complètement une entreprise, là, pour le coup. Vidal, moi, naïvement, quand on m'a dit que vous participiez, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? Vidal, pour moi, c'est un gros bouquin avec des noms de médicaments écrits en tout petit. Quel est le rapport avec la simulation numérique en santé? Et évidemment, vous m'avez expliqué qu'il y a eu une transformation vraiment ces dernières années sous l'impulsion du numérique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, merci Jérôme. Je vous ai amené quelque chose pour être une... Pardon, Anthony. Pour en fait vous contredire un petit peu. Le Vidal, c'est un tout petit bouquin avec des très gros caractères. Celui-là a une centaine d'années. Et celui-là est cette année. Ouais, c'est celui-là que j'utilise. Et c'est celui-là que vous utilisez. Bah oui, c'est pour ça. Et la question que vous posez, c'est comment on est passé du premier au second, en fait. Et c'est une histoire extrêmement intéressante qui s'est passée surtout depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. L'entreprise s'est transformée dans deux axes principaux. Le premier qui concerne essentiellement les contenus, puisque historiquement, Vidal, on disait le Vidal. Et d'ailleurs, tout le monde parle du Vidal. Le Vidal, donc, contenait essentiellement des informations sur les produits de santé, dont l'objectif était d'aider les professionnels de santé à prescrire de façon sécurisée, on va dire. Et donc, le premier axe a constitué à étendre ce contenu de connaissances pour aller au-delà de la question du produit de santé et du bon usage, mais également sur la question de la thérapeutique, qui est comment prend-on en charge des patients pour telle ou telle pathologie? Quels sont les médicaments recommandés? Quels sont les médicaments non recommandés? Quelles sont les procédures de mise en place? Ces contenus ont également, c'est important pour l'impact sur la simulation, été traduit, travaillé en plusieurs langues. D'une part, des langues telles qu'on a l'habitude de le dire, le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, mais également dans une version très professionnelle, qui est celle qui est la plus connue des professionnels de santé, mais également une version orientée plus sur le malade et l'entourage du malade, on dit entre guillemets grand public, qui fait la jonction et qui permet d'accompagner le patient sur la prise en charge de son médicament et de sa maladie. Donc ça, c'est un premier axe. C'est pas forcément le plus important en termes de simulation, mais la notion de prise en charge thérapeutique est importante puisqu'on intègre ces éléments-là dans les outils de simulation. La deuxième, c'est l'histoire du passage au digital. Alors le digital, vous allez me dire, ça peut être extrêmement simple. On peut prendre le papier et puis on peut le numériser. On peut le numériser, le poser sur un site, et puis on a un beau dictionnaire numérique. Et c'est pas exactement ce qu'on a fait, puisque l'enjeu n'est pas seulement de rendre le contenu disponible sur un environnement, sur un média qui est celui qui est utilisé en 2016, mais surtout, et c'est le point probablement le plus important, de faire en sorte que ce contenu, cette connaissance, soit accessible en temps réel, de façon contextuelle, intégrée dans l'activité du professionnel de santé. Et je vais vous donner un exemple. Pour venir ce matin, il y a une dizaine d'années, j'aurais probablement sorti mon vieux gros bouquin de la région parisienne, puis j'aurais cherché rue Quentin-Bochart, puis je me serais trompé une ou deux fois, je me serais arrêté sur le bord de la route et j'aurais été un peu traîné derrière un camion poubelle et je serais arrivé juste à l'heure. Quand j'ai pris ma voiture, j'ai fait comme beaucoup d'entre vous s'ils sont venus en voiture. J'ai juste cliqué sur rue Quentin-Bochart sur mon agenda, parce que le rendez-vous était déjà dans mon agenda, et l'application ad hoc s'est mise en route, et elle m'a accompagné tout au long de mes chemins, sans vraiment me poser de questions. Et j'ai fait un détour, j'ai eu cette liberté qui est importante en termes
de choix professionnel. J'ai eu la liberté de passer par où je voulais, mais j'ai été accompagné dans mon chemin par un certain nombre de conseils, un certain nombre de remarques. Il y a un camion sur la route, il y a un bouchon, il y a un sens unique. Je vais un peu trop vite. Donc vous avez fait la même chose, vous avez pris un contenu austère et vous l'avez rendu lisible et contextualisé. Exactement. C'est ça. Pour prévenir les surdosages, pour prévenir les interactions médicamenteuses, pour prévenir tout ce qui est nécessaire face à une montagne de connaissances auxquelles sont confrontés les professionnels de santé quand on parle du médicament. Mais ça prend quelle forme concrète? C'est-à-dire, c'est dans un logiciel, quand le médecin tape son ordonnance, il va avoir une alerte qui lui dit « Attention, là, il y a une contre-indication ». Quelle forme ça prend? Alors, c'est exactement cela. C'est-à-dire que dans le cadre de l'usage quotidien, c'est intégré dans des logiciels de prescription ou c'est intégré dans les logiciels des pharmaciens au moment où ils délivrent. Donc, ça prend la forme d'outils qui affichent une information contextuelle au moment, par exemple, à la pharmacie où, vous savez, le pharmacien douche les médicaments avec sa petite douchette et vous les délivre. Donc, totalement intégré dans le flux. Et je dirais le lien avec la simulation apparaît dès lors assez évident, puisque ce qu'on est capable de faire dans le cadre de la vie réelle, eh ben, on préfère que les professionnels de santé puissent le faire en amont ou au cours de façon régulière dans le cadre de simulation. Et on imagine bien qu'un professionnel de santé va préférer découvrir telle ou telle interaction médicamenteuse, de préférence pas juste devant un patient. Donc de plus en plus, l'intégration de la simulation dans le quotidien des professionnels de santé nous a motivés pour participer à un certain nombre de projets avec Interaction Healthcare, dont un projet qui s'appelle Patient Genesis. Alors on a une petite vidéo justement, je propose qu'on la lance et qu'on la commente ensemble, enfin vous allez nous la commenter. Si on pouvait avoir la petite vidéo, voilà, Patient Genesis. Donc Patient Genesis, qui est un outil de création de cas cliniques en fait, c'est ça. Donc c'est un outil qui se décline en deux dimensions. Une première dimension qui est la création de cas cliniques, la création par des enseignants d'un environnement dans lequel on va définir des caractéristiques concernant le patient. Donc on a choisi le patient, là, on a vu à quoi il ressemblait. On va choisir des informations sur... on va mettre son nom, on va mettre son prénom, on va mettre ses habitudes alimentaires, qui vont arriver un petit peu après. On va mettre des antécédents. Et puis on va décrire ce que l'on pense soumettre à l'utilisateur. Par exemple, un examen de la paroi thoracique, un examen abdominal, un questionnaire sur les traitements pris, un certain nombre de choses de ce genre. Et donc, la deuxième partie de cet applicatif, c'est la mise en œuvre dans le cadre de la simulation pour l'utilisateur qui, lui, va interagir avec vous voyez un patient virtuel, lui poser un certain nombre de questions, obtenir un certain nombre de réponses sur la base de ce qui aura été programmé en amont. Là, on voit une zone thoracique où on pose un certain nombre de questions. On va avoir probablement des réponses sur l'examen du thorax. Donc là, on est dans la formation, là, pour le coup. C'est le professeur qui va créer un cas clinique et l'étudiant qui va le résoudre d'une certaine manière. Exactement. Un des éléments importants, c'est que l'étudiant a une grande liberté de manœuvre pour le réseau. Et on ne va pas limiter l'environnement à des questions qui sont des questions fermées. Mais donc, si on revient à la question des traitements, il va pouvoir proposer des traitements quels qu'ils soient, et pas seulement ceux qui ont été... Et donc, on est vraiment dans des éléments qui sont très proches de ceux de la vie réelle. Et c'est ça qu'on veut dans le cadre de la simulation pour prévenir, pour favoriser l'apprentissage. Passionnant. Et j'imagine que les outils, alors on en parlera tout à l'heure dans la troisième table ronde, les outils d'intelligence artificielle vont encore affiner ces algorithmes et ces cas cliniques qui vont devenir de plus en plus réalistes. Et on va avoir comme ça des simulations plus vraies que nature, quasiment. Ouais. Bon, ça, on en discutera tout à l'heure. Je voulais qu'on passe, parce que le temps passe très très vite, malheureusement, à un enjeu dont on n'a pas encore parlé. On a beaucoup parlé de formation. C'est l'enjeu économique aussi que recouvre la simulation numérique en santé. Christelle Ayache qui est avec nous, que je n'oublie pas cette fois. Je voulais en discuter avec vous. Vous travaillez pour Cap Digital. Cap Digital, c'est un pôle de compétitivité, hein, avec des startups, voilà. Et je voulais justement voir ça avec vous, parce que je crois que c'est une des grandes tendances justement dans les créations de startups aujourd'hui, dans celles qui montent, c'est des startups liées à la simulation numérique en santé.
À la santé. À la santé en général. Et à la simulation numérique, qui est un des gros axes forts, effectivement. Donc, les pôles Cap Digital, c'est le pôle de compétitivité du numérique et donc de numérique en Ile-de-France en particulier. On a 10 ans cette année et plus de 1000 adhérents, plus de 1000 membres. On est une association et en fait, on regroupe. La spécificité des pôles, c'est justement, on ne regroupe pas que des startups, mais bien des entreprises et des académiques, des chercheurs, et aujourd'hui, depuis même plusieurs années, des investisseurs privés. Et on fait travailler tous ces gens-là ensemble dans le but de faire développer effectivement l'industrie du secteur du numérique sur 8 marchés prioritaires depuis 2013, ouais. dont la santé et le bien-être, la santé numérique. Et effectivement, sur cet axe-là, c'est vrai qu'on a un bel observatoire et belle tendance, entre autres, aussi bien sur les projets de recherche et développement qu'on peut voir passer. Vous avez 2-3 exemples comme ça, concrets En 6 ans, oui, on a vu donc, plusieurs projets de R&D qu'on a aidés, et, entre autres, donc, moi ça fait un peu plus de 6 ans que je travaille maintenant chez Cap Digital, donc on était aussi à l'origine du travail sur le montage du projet Patient Genesis avec Interaction Healthcare, mais on a aussi d'autres sujets autour de la simulation, comme gestion de situations de risque en bloc opératoire, mais aussi pour la rééducation fonctionnelle des patients à domicile, ouais. où il y a des belles choses aussi qui se font aujourd'hui. Donc on a pas mal d'acteurs là-dessus, mais c'est vrai que l'axe éducation, formation, simulation numérique en santé est un axe très très fort avec une belle croissance, donc sur un peu plus de 1000 adhérents aujourd'hui. On retrouve là en 2016 maintenant un peu plus de 200 entités cotisantes qui traitent de la santé chez Cap Digital, ce qui est assez énorme. Et alors, on peut peut-être faire un petit cocorico, parce que la France, on est pas mal quand même sur ce secteur de la simulation numérique en santé, il faut le dire. Je crois par rapport, on est peut-être un peu derrière les États-Unis, mais on se trouve quand même, je crois, en 2e position en termes d'investissement, je crois. Hein, c'est quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, on est vraiment très très bien positionné. Et effectivement, aujourd'hui aussi, le développement à l'international. Enfin, les sociétés commencent à regarder aussi. À l'international, il se passe vraiment pas mal de choses. Elle se pense à l'international dès le début, justement. J'ai l'impression que c'est un mouvement général dans les startups aujourd'hui, mais dans la santé aussi, j'imagine. Elle ne pense pas France dès le début, elle pense monde. Ça change tout. Et comment les pouvoirs publics, le gouvernement, ils regardent ça d'un œil bienveillant, ça les intéresse, ils s'en fichent, comment ça se passe? Ils regardent vraiment, enfin, on a de plus en plus donc les financeurs publics qui nous suivent, qui suivent les gros événements qu'on peut monter ou qui peuvent être justement sur le sujet en fait de la formation numérique et santé. On organise en fait, donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille, entre autres, il y a plusieurs ministères s'intéressent à ce sujet. On travaille entre autres les pôles avec la Direction générale des entreprises qui travaille beaucoup aussi sur ces sujets. Mais depuis un peu plus d'1 an, donc là on travaille avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur un gros événement, donc la première journée nationale numérique, formation et santé, qu'on organise le 30 juin dans le nouveau lieu de Cap Digital dédié à la formation et à l'emploi qui se situe à la Maison des sciences de l'homme de Paris-Nord. Du coup, là, c'est vraiment se faire communiquer, que les gens parlent entre eux au niveau national. Juste que les différentes initiatives se connaissent, que ce soit entre 2 régions, mais aussi au sein d'une même région où bien souvent les gens ne connaissent pas les outils. Ouais. Donc on a effectivement lancé là ça clôture dans 2 jours, mais un appel à pitch. Il y aura 5 pitchs par catégorie qui seront retenus. Donc tout outil, produit, service à destination donc, de la formation, soit des professionnels de santé, des patients ou de la prévention grand public. Ce sera les 3 gros sujets qu'on traitera lors de cette matinée. Et du coup, l'appel est lancé. Voilà. Et en tout cas, ça bouge, ça montre que ça bouge et que ça intéresse. Exactement. Ce qui est plutôt bon signe, effectivement. Je voulais m'adresser aussi à vous, François Larcher, du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour. Alors, groupe Pasteur Mutualité, c'est une mutuelle de médecins, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. C'est un assureur dédié aux pros de santé. Géré par des pros de santé, et dans cette fonction, en fait, on doit accompagner nos adhérents dans l'évolution de leur pratique professionnelle quotidienne. Et alors, qu'est-ce que vous venez faire dans la simulation numérique en santé? Pourquoi ça vous intéresse? Alors, la simulation numérique nous intéresse sur plusieurs plans. Déjà, ça fait partie intégrante de notre stratégie sur la e-santé. On a pu, nous, à faire la preuve en fait, de l'intérêt de ces dispositifs. On a pu voir différentes interventions qui en ont bien fait la preuve. Nous notre intérêt, en fait, c'est plutôt de diffuser auprès de nos 130 000 adhérents ces outils pour en faciliter l'accès et qu'ils puissent se les approprier. Donc là, on a deux axes principaux. Le premier, c'est qu'on va faire un contexte immobilier dans le 15e de 8 mètres carrés avec Philippe Stark, dédié à la e-santé, dans lequel il y aura un showroom
showroom où on pourra retrouver en fait toutes ces innovations, dont celle bien sûr d'Interaction Healthcare, où nos pros de santé qui vont venir vont pouvoir vraiment, peut-être pour la première fois, tout à l'heure on disait qu'il y avait un problème de diffusion, d'appropriation, ils pourront toucher en fait ces innovations concrètement. Donc ça c'est le premier axe, on va dire plutôt pédagogique, de diffusion. Et le deuxième, c'est de diffuser encore plus largement ce type de simulateur, au sein de nos produits. Là, je vais parler un peu d'assurance, c'est pas forcément la raison pour laquelle vous êtes venu, mais ça peut être intéressant quand même. En fait, on a un produit d'assurance qui s'appelle la RCP, qui assure en fait les pros de santé sur leurs pratiques professionnelles. Et ce qu'on essaye, en fait, c'est d'augmenter la valeur de ce produit en lui associant des services qu'on peut présenter comme des services de prévention. Et les simulateurs pourraient tout à fait ce type de service. Attendez, mais ça veut dire, si je vous comprends bien, ça veut dire si moi, médecin, j'accepte de faire un certain nombre de simulations, d'utiliser ces outils-là en formation, je vais payer moins cher ma mutuelle d'assurance, c'est ça le principe? Pas forcément, non, là on n'a pas le droit. On ne peut pas aller jusque-là. On peut pas aller jusque-là. Non, mais... ce qu'on pourra faire, c'est par contre proposer des tarifs préférentiels, donner un accès privilégié, voire les offrir. Parce qu'on considère, nous, en tant que mutuelle de pro de santé, que c'est un acte de prévention, que ça peut faire baisser le risque professionnel, et que nous, en tant qu'assureurs, on n'est pas là pour uniquement payer des sinistres, mais surtout et principalement pour baisser la sinistralité en fait, de nos adhérents. Donc associer en fait, ce type de produit, ce type de service à des produits, facilitera le déploiement de la simulation. Il faut qu'on trouve les cas d'usage et les simulateurs que l'on mettra à disposition. Donc là, vous avez quelques idées déjà sur Oui, déjà notre première recherche est de regarder déjà tous ceux qui existent, ceux qui sont facilement déployables pour que justement le parcours pédagogique soit bien respecté. Et puis après, peut-être aussi travailler sur des simulateurs sur lesquels on pourrait être sponsor. Certains nous intéressent plus que d'autres. Toujours dans l'innovation, ça serait peut-être d'imaginer un simulateur pour projeter en fait le pro de santé dans la relation patient-médecin à l'ère de l'e-santé. Oui, c'est-à-dire le patient qui est bardé d'objets connectés. Le patient qui va voir son médecin en disant voilà, je veux un bracelet connecté, je veux un podomètre, je veux un pèse-personne connecté, je veux un tensiomètre. Donc comment cette relation, parce que forcément la relation va changer, puisqu'il y aura de l'information qui va arriver en permanence, il y aura des choses qui vont quand même fortement changer. Donc faire un simulateur sur ce type de pratique peut être intéressant. Et puis peut-être sur des choses peut-être un peu moins sur les techniques médicales, mais qui peut aussi intéresser plus notre cible paramédicaux, qui est peut-être comme on a comme des simulateurs très immersifs, avec comme de relationnel fort, avec de l'intelligence artificielle qui arrive, peut-être faire quelque chose un peu plus sur le soin relationnel, qui peut être aussi très, très, très intéressant, et un cas d'usage qui est pour l'instant pas forcément très, très développé, mais qui peut intéresser énormément de nos adhérents. Très bien. Voilà. Dernière question pour chacun d'entre vous. On va faire un rapide tour de table parce que le temps tourne et que j'aimerais bien vous laisser aussi un petit peu de temps pour poser vos questions à vous qui êtes dans la salle. C'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui des médecins, des étudiants par rapport à ces outils qui arrivent? Est-ce qu'il n'y a pas une guerre générationnelle entre des jeunes médecins qui arriveraient sur le marché, qui ont été biberonnés aux jeux vidéo, et puis les vieux ronchons de la faculté? Je vous vise pas, messieurs, évidemment. Je ne parle pas de vous. Je sais que je parle à des convaincus là. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là aujourd'hui? Tout le monde est très enthousiaste ou il y a des réticences? On commence par vous, professeur Stassignon. On va faire le tour de table très rapidement. Il n'y a pas de réticence. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'implication de l'Association nationale des étudiants de médecine de France, et c'est vrai que lorsqu'il s'est agi de les interroger sur leur volonté de rentrer dans les jeux sérieux, etc., on a eu, on va dire, pléthore de réponses. Donc là-dessus, il n'y a pas de réticence. De la part de nos collègues, mais Jean-Claude pourra aussi le confirmer, je pense que derrière, il faut aussi un showroom pour que nos collègues s'approprient les objets connectés. À Nice, on essaye de développer l'enseignement de la télémédecine par simulation. On a recréé un cabinet médical avec dedans l'intervention de professionnels pour justement être le plus, on va dire, up-to-date par rapport aux objets. Donc non, je crois que derrière, il y a une vraie volonté. C'est à nous peut-être de trouver la façon de les mobiliser. Parfait. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. On travaille beaucoup avec des associations d'étudiants. Là, il n'y a aucun problème. Il y a une empathie sur cette gamification qui est très forte. Et on parlait de personnes plus âgées, enfin, ceux qui sont déjà installés, on va dire. Il n'y a pas en tout cas, quand j'en parle avec beaucoup d'adhérents, il n'y a pas du tout cet effet gadget. Oui. Ils ont un a priori qui est super positif. Par contre, ce qui leur manque, c'est justement cette prise de contact, ce showroom qui leur permettrait
de se projeter, de l'utiliser. Et une fois qu'on aura passé ce cap, là, il y aura aucun frein à ce type de développement. Très bien. Christelle, bon, j'imagine que vous, dans le milieu où vous évoluez, tout le monde est hyper enthousiaste, quoi qu'il arrive. Ça va être compliqué de dire le contraire. Mais ça va de soi. C'est exactement, que ce soit des showrooms ou que ce soit les événements qu'on peut organiser, on est tous convaincus que plus il y aura de la communication, des échanges entre les étudiants, entre tous les acteurs impliqués d'où l'événement et intéressés dont vous parliez tout à l'heure. En particulier, mais il n'y a pas tout plein. Et plus on multipliera tout ça, et plus les gens... Bon, quelques petites nuances pour moi, c'est-à-dire, prenons par exemple les premières années de médecine. J'ai fait récemment une présentation de la simulation aux toutes premières années, ceux qui passent au concours. Et ils étaient absolument emballés, mais leur problème, en fait, aujourd'hui, il est « je veux le concours ». Il faut que j'aie le concours. Simulation numérique, si ça peut me servir à avoir le concours, oui, très bien. C'est ça. Sinon, voilà quoi. Alors pour les enseignants, c'est variable, je dirais. Pascal est un peu optimiste. Je pense qu'il y a deux populations qui vont beaucoup aider au développement de la simulation numérique en santé. Ce sont les étudiants et les patients. Parce que les patients... ils sont demandeurs Oui, mais ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs de simulation en général. Quand on explique... moi, je fais visiter notre centre souvent à des associations de patients. Eh bien, ils nous demandent, mais attendez, vous faites ça depuis combien de temps? Comment vous faisiez avant? Et ça, c'est la question récurrente. Ah, c'est vrai. Bah oui. Et on dit, avant, le premier geste, c'était sur le malade. Ah, c'est ça. Et bon, voilà, donc quoi. il y a eu ce changement d'état d'esprit, a déjà eu lieu en réalité. Oui, c'est en train de se faire. Et je crois. Alors, dernier point, parce que je ne veux pas être trop long, mais les doyens des facs de médecine ont fait un rapport en octobre 2015 qui est clair. Il faut développer la simulation en santé dans les études de médecine. Et pas seulement en médecine, d'ailleurs. Les doyens de pharmacie sont convaincus aussi, etc. Donc ça bouge beaucoup, mais on ne peut pas faire ça du jour au lendemain non plus. Bien sûr, ça prend un peu de temps. Un dernier mot? Oui, je pense que les professionnels de santé, depuis toujours, ont été assez confrontés à des problématiques de temps. Et que, au-delà des performances technologiques qu'amène la simulation et le digital amènent l'accessibilité. L'accessibilité pratiquement quand je veux, où je veux. Et c'est un facteur majeur d'appropriation par les professionnels de santé de ce qui est bien entendu nécessaire. Vous avez cité l'aviation, parce que les médecins sont comme des pilotes d'avion, sont confrontés au même type de risque. Et je pense que c'est extrêmement encourageant pour l'avenir. Très bien. Madame, messieurs, merci. On peut les applaudir, tous nos intervenants. Avant de passer à la suite, je voulais quand même laisser 5 minutes pour d'éventuelles questions-réponses, sachant que nos intervenants vont rester, vous pourrez discuter avec eux après la matinée, il n'y a aucun souci. Mais si vous avez là des questions à chaud, on a le temps pour en prendre 2 ou 3. Chaud, S-H-O-W, absolument. Oui. Bonjour, Sophie Duméry. Après le débrief dont vous avez parlé, Monsieur Grand-Henri, il y avait la question de la fiche amélioration du protocole. Bien évidemment, c'est une boucle qui doit être réimplémentée en permanence. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de sous donc. Oui, beaucoup d'énergie pour vous parce que pour l'instant vous bossez sans argent, avec votre énergie personnelle. Donc ça s'épuise un jour. Et c'est ça ma question. Comment éviter cet épuisement qui va accélérer dans les schémas de Gartner la désillusion et le bof, 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 le retour sur investissement n'est pas celui espéré? C'est une excellente question. C'est une excellente question, madame. Quelques éléments de réponse. La première, c'est qu'en effet, on n'a pas assez de moyens humains, je dirais. Mais ça correspond aussi aux sous. Parce que, par exemple, dans mon centre actuellement, on travaille tous les jours, on a des demandes croissantes et on n'a pas les moyens humains pour suivre. Ça, c'est très clair. Et bon, il y a des efforts de fait. Et heureusement, on est soutenu par les institutions. La Haute Autorité de Santé nous soutient moralement. Pas Mais le ministère a débloqué, vous le savez peut-être, 8,5 millions d'euros depuis 2013. Ça va peut-être être augmenté cette année. Ça a été des fonds pérennes répartis par les ARS. Et grâce, j'allais dire, pardonnez-moi ce terme, mais grâce au toucher pelvien, notre ministre a été très sensibilisé parce que vous avez sans doute entendu parler de ce problème des touchés pelviens fait sans considération éthique. C'est-à-dire ce qui a fait, c'est qui est à l'origine du rapport des doyens des facs de médecine. Et bien là, il semblerait que... Enfin, là, le ministre a déclaré qu'il y aurait des centres de niveau 3, c'est-à-dire à célébrer dans tous les CHU en France. Bon, le deuxième élément, c'est que dans les IFSI, dans les écoles d'infirmières, la formation par simulation est obligatoire.
Et là, les écoles d'infirmières développent beaucoup la simulation et avec beaucoup de force. Et c'est tout à fait intéressant parce que les paramédicaux, en particulier les infirmières, sont très rigoureux dans leur démarche. Et ça, moi, je suis ravi. On travaille beaucoup avec eux. Et en particulier, les écoles d'aides-soignantes, ça va aussi arriver là très bientôt. La formation va être obligatoire. Mais tout ça, en effet, demande formation de formateurs et moyens. Alors, ça veut dire aussi qu'en France, il faut sans doute supprimer des couches. On rajoute toujours des couches en France. Non, il faut sûrement qu'on supprime un jour des couches. Je dis de façon provocatrice, mais je le dis quand même très souvent, les cours en amphi, ça ne sert plus à grand-chose aujourd'hui, clairement. Parce que les gens n'écoutent plus, ils vont voir sur leur iPhone, sur leur iPad, etc. Et donc il vaut mieux prendre les gens en petits groupes, ça c'est clair. Et ça, demain, il ne faut plus construire d'amphi, quoi. C'est un avis personnel, mais évidemment, certains réagissent fort quand je dis ça. Mais il me semble que c'est une réalité. En fait, tout ça pour vous dire, vous avez parfaitement raison. Il y a un épuisement humain qui risque d'arriver si on n'a pas un soutien des institutions aussi. Les universités, mais ils ont des problèmes d'argent. Les CHU, c'est pareil. Pour un CHU, beaucoup sont en déficit, ils ne considèrent pas la simulation comme une priorité. Et pourtant, j'essaie de les convaincre. Enfin, nous, on a un directeur général qui est convaincu. Mais il faut convaincre que la formation, c'est indispensable demain, quoi. Si les gens ne sont pas formés, et on le voit, pardonnez-moi, vous m'avez lancé sur ce truc-là, alors je suis intarissable, mais quand on voit les erreurs faites aujourd'hui, c'est inadmissible, quoi. Impensable. Et ça ne diminue pas, quoi. Et les gens doivent être formés. Et la simulation devrait être obligatoire pour toutes les professions de santé, même si ce n'est pas la panacée. Mais la simulation, et puis le tutorat, il faut que les gens soient accompagnés en simulation comme dans la vraie vie, quoi. Enfin voilà, donc votre question est très importante. J'espère que... Il faut aller au-delà du soutien moral de l'État, il faut aussi un soutien financier. Oui. Alors peut-être, un dernier mot si vous le permettez Anthony, peut-être qu'on doit faire appel peut-être au secteur privé qui peut peut-être nous aider. Alors au départ, moi j'ai l'esprit public, donc j'étais un peu frileux, mais aujourd'hui je me rends compte qu'on ne va pas pouvoir travailler sans public-privé. Et moi, j'espère beaucoup. Alors, par contre, les universités, quand on parle privé... Oui, c'est tout de suite, c'est 10 000 papiers, 50 réunions, voilà, quoi. Bon, très bien. On a le temps pour une autre question, avant de passer à la suite. Donc, vous avez tous très hâte de passer à la suite. Eh bien, on passe à la suite. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, dames.